Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour l'épisode 2 des Seigneurs de la F1, de la saison 2 des Seigneurs de la F1. Ce soir, on va revenir grandement sur le premier Grand Prix de la saison et le coup de maître de Alonso. Si on ne citera que lui, parce qu'il y a aussi d'autres coups de maître, mais ça on vous en parlera plus largement. Ce soir, pour m'accueillir, Alex, Yo-Yo, comment vous allez? Et surtout, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Eh ben, week-end de reprise, ça fait toujours plaisir. Et on n'a vraiment pas été déçus, comme chaque année, j'ai envie de dire, par ce Grand Prix fort en rebondissement. J'en suis sûr, on aura le temps d'en parler par la suite. Bonsoir. En effet, très content d'avoir revu la F1. Comme tu dis, en effet, on n'a pas été déçus. Enfin, peut-être toi, Alex, parce que la frontière est floue. Mais sinon, en effet, on n'a pas été déçus de gros rebondissements. Enfin, un peu déçus quand même de la tournure qui prenne un peu les choses, parce que on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que les Red Bull loin devant, sans attaquer en plus, c'est compliqué. Allez, c'est vrai sinon, que, en effet, on a eu un beau plateau qui s'est bien battu, aussi bien F1, F2, F3, donc très beau week-end. Oui, d'ailleurs, Alex, tu as commencé à regarder F3, F2. Alors, ouais, j'ai tout suivi. Et ben, je suis fan. La F3, c'est vraiment un bordel, dans le mot du terme. C'est incroyable de voir autant de voitures et autant de pilotes en sortie de piste, en dépassement, en drift. Je sais pas, j'avais l'impression de regarder du rallye, faire du drift sur les curbs. J'avais jamais vu ça. La F2, c'était complètement fou. Pourcher a fait une performance exceptionnelle et après, quand on passe en Formule 1, c'est complètement différent, c'est un autre univers. Mais vraiment, pas du tout déçu de la sprint jusqu'à la course. C'était vraiment hyper intéressant. Ah, t'as vu, le dynamisme à 30 voitures pour la F3, ça se bataille pas mal. C'est un Mario Kart, quoi. Ah oui, tu l'as dit. Bon, bah, déjà, bonne initiation à la F2 et à la F3. Du coup, pour commencer, les amis, on va parler sport mécanique, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose, mais il y a eu de l'intensité en IndyCar ce week-end. Avec notamment, j'ai marqué dommage pour Grosjean. Et oui, notre cher Romain Grosjean qui partait en pole position en IndyCar. Donc si vous ne savez pas ce que c'est l'IndyCar, c'est très simple. C'est comme des F1, mais avec une grosse protection au niveau de ce qu'on pourrait dire au niveau de la visière, enfin au niveau du cockpit. Donc comme vous pouvez le voir sur les... Comment ? Un screen. Oui, un screen, voilà. Je cherchais le terme. Et du coup, c'est à peu près quand même... Le modélisme est assez similaire à une F1 ou à une F2, mais les roues sont déjà un peu plus petites, je crois, Yo-Yo. Ouais, les roues sont plus petites. Et il faut pas oublier les jantes aussi, mais il faut oublier qu'on est sur des voitures qui ont le châssis qui évolue aussi, parce qu'il y a les courses sur circuit routier, comme on a pu le voir hier, et les célèbres 500 miles d'Indianapolis, qui est sur ovale. Donc on est sur des voitures, donc là hier, qui sont plus lentes que ce qu'on pourrait penser qu'elles sont, mais qui peuvent aller jusqu'à 400 km/h. Donc, Et oui, et comme on le voit sur l'image, ou ceux qui sont en podcast, pour taper IndyCar, on voit en fait cette bulle de protection qui a bien servi hier. On va vous montrer les images. Mais c'est des courses assez intenses, et comme tu le disais bien, Yo, du coup ça varie. On peut se retrouver sur des pistes ovales où c'est fait pour courir, pour faire de la course automobile. Et hier, c'était en plein centre-ville. C'était... Saint-Pétersbourg, exactement, ouais. Aux États-Unis, on précise. Et tu vois que c'est de l'asphalte pur. T'as limite, c'est l'impression que c'est un mini Monaco ou un mini. Je crois que ça ressemblait beaucoup à Singapour comme tracé. Et c'est hyper court. Et du coup, dommage pour Romain Grosjean qui s'est fait accrocher lors de sa sortie des stands, et qui du coup a dû abandonner. D'ailleurs, je crois que c'est sur cette image, et du coup on voit que il se fait accrocher par c'était qui? Je me souviens plus qui c'était. Culling ou un truc comme ça. Ouais. Qui est son coéquipier d'ailleurs.
Oui. McLaughlin, voilà. Scott McLaughlin qui l'accroche. Et on voit que c'est vraiment différent que de la F1. J'apprends un peu à faire un peu la différence. Et je trouve les commentateurs de Canal sont d'ailleurs très bons sur ça. C'est que tu vois que en IndyCar, ils n'hésitent pas en fait à se bloquer. Là, on voit en fait celui qui est devant, Romain Grosjean. Donc Romain Grosjean, c'est celui qui est dans la voiture jaune que vous voyez à l'écran. Et il se fait bloquer à la sortie du virage par le pilote adverse. Et ça, en F1, tu le vois pas trop, ou alors c'est bien fait, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu dis, sur un drapeau bleu en F1 où, quand tu es retardataire, tu es obligé de laisser passer la personne qui te précède, et ben là, en IndyCar, tu n'es pas obligé de passer. Donc, on peut très bien voir une personne qui va faire prendre un tour, se battre avec le leader de la course. Et d'ailleurs, c'était très intéressant hier parce que niveau stratégie, ils hésitaient à faire rentrer la personne parce qu'en fait, sinon elle allait retomber dans le trafic et du coup se faire bloquer par ceux qui étaient en retard. Et c'est assez intéressant de quasi pas mettre de drapeau bleu en IndyCar. Et du coup, si on peut mettre aussi, je sais pas si tu avais vu, notamment Alex, l'accident qu'il y a eu. Ouais, ça, c'est le deuxième accident. Donc en fait, il y a le premier où il a volé. Ouais. Donc le deuxième, là, il passe carrément par-dessus la voiture. Et on voit que la bulle de protection est très utile. On l'a déjà vu en F1 avec le halo, mais du coup en IndyCar, vous avez une bulle complète. Et le premier accident est vraiment, vraiment spectaculaire. Où là, il vient soulever l'autre voiture. Donc comme vous voyez sur les images. C'est vraiment assez impressionnant. Toi, Alex, l'IndyCar, pas trop, ou alors les 500 miles? Si. J'aimerais bien plus ce type de circuit un peu en ville que 500 miles. Je trouve que ça apporte un peu ce côté, en ville, t'as les boss, enfin on peut pas trop sentir ça, ou même ressentir ça si on n'a pas de caméra embarquée. On a les boss, et encore une fois, il y a les barrières qui sont assez proches, donc c'est assez exaltant. Et alors que les 500 miles d'Indianapolis, bon, il faut quand même avoir de sacrés pairs pour pouvoir faire ça. Mais je trouve ça un peu plus lassant qu'un circuit en ville, quoi. Ouais, non, mais c'est bien personnel, encore une fois. Oui. Mais... Ouais. C'est pour ça qu'ici, on n'est pas non plus les plus fans de la NASCAR, quoi. On va dire. Exactement. Alors là, il va falloir s'habituer parce qu'un jour, on verra des Formule 1 de plus en plus aux États-Unis sur ce type de circuit. Hein, pourquoi pas. Hein. Ouais, mais après, en rond, comme ça va être un peu plus lassant. Et du coup, pour revenir sur le vainqueur, Marcus Ericsson. Et pourquoi c'est important de parler de Marcus Ericsson ? Parce que du coup, c'est un ancien pilote de Formule 1, tout comme Romain Grosjean. Et je crois qu'il y en a plusieurs comme ça dans le circuit IndyCar qui, après leur carrière en F1, vont en IndyCar pour apporter un peu leur expérience et aussi leur savoir-faire en tant aussi de pilote de F1, de savoir par exemple comment faire des pit stops. Parce que du coup, en IndyCar, ce qui est différent, c'est que là aussi, on fait encore le plein de la voiture. Et que les pit stops, ça va pas comme en F1 en 3 secondes. Donc il y a un peu cette science-là. Et puis Pat Howard et Scott Dixon qui complètent le podium. Yo-Yo, tu voulais rajouter quelque chose sur ce Grand Prix d'IndyCar ? Pas sur le Grand Prix, mais juste pour que les gens puissent se situer un peu. IndyCar, il n'y a que 2 constructeurs. Donc Honda et Chevrolet. Et ensuite, c'est vraiment les écuries qui adaptent leur châssis au moteur, même si c'est assez limité. Les voitures sont quasiment toutes les mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a aussi la chance d'avoir quasiment chaque week-end un vainqueur différent. Dans une saison, une personne peut très bien gagner 3 Grands Prix et être championne à la fin de la saison parce qu'elle s'est juste très bien classée par rapport aux autres durant les autres Grands Prix. On peut nous dire l'IndyCar équivalent de la MLS. Ça peut... Oui, on pourrait traduire comme ça, mais c'est vraiment 2 catégories vraiment différentes. Où là, il n'y a pas de... C'est pas une sous-catégorie de la F1. On est vraiment sur quelque chose avec des performances vraiment différentes, je trouve. Et l'ingénierie qui est vraiment différente. Où du coup, ils vont réparer les pièces avec une rapidité imbattable. Et vraiment, cette ingénierie... Ouais. Oui, c'est pour ça que je fais un peu de second degré, mais c'est vrai que
ils sont assez forts pour ça, mais aussi d'adapter les voitures en fonction des circuits. Et ça, c'est assez bluffant de voir l'IndyCar. Surtout que des fois, vous avez des circuits en piste ovale et ils rentrent à l'intérieur de la piste ovale pour faire un mini-circuit comme si c'était en ville et ils ressortent sur la piste ovale. C'est assez spectaculaire. Ouais. Et puis on peut faire avec un budget limité, ça montre qu'on peut faire de la course avec un budget des budgets qui sont limités. Il n'y a pas le même nombre de personnes sur... comme tu disais, pour un arrêt au stand, il y a deux mécaniciens qui vont changer les 2 pneus avant, 2 autres les 2 pneus arrière, et après ils tournent, ils vont à gauche et à droite. Et c'est vrai que ça montre aussi que il n'y a pas besoin de tout un crew pour avoir beaucoup d'argent, faire du spectacle, quoi. Ouais. Hier, je pense que Nico n'était pas ennuyé, moi non plus, je me suis pas ennuyé. Oh non, franchement. Puis en plus, on ne jamais. Il y a de quoi faire hein, pendant 100 tours, tu le vois défiler. Les jours des voitures de sécurité, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que l'IndyCar, c'est fun. Très bien. Passons maintenant à nos jeunes rookies en F3. Donc en F3, il y avait 2 courses, la Sprint Race et la Feature Race. Et c'est pour ça qu'on a marqué ce titre du podcast Elle plane du Maestro. Parce que qui a gagné la Sprint Race? C'est Giuseppe Maria Marti. Et c'est qui? C'est un jeune loup de Fernando Alonso. Et en F2, il y avait encore un jeune... Dans la catégorie d'après, il y a encore un jeune loup de Fernando. Et là, il est en train de placer ses pions pour emmener en fait sa propre académie à grandir et à performer sur les circuits. Et du coup, comme on a pu le voir, franchement, ça a été des courses très disputées. Et j'ai trouvé, alors tu me donneras ton avis, Yo-Yo, toi qui suivais aussi la F3 l'année dernière, j'ai trouvé que ce premier Grand Prix a été mais d'une propreté, contrairement à ce qu'on a pu voir avant. C'est incroyable. On a évité 2-3 crashs, mais c'est vrai que par rapport à avant où ça se battait vraiment, il y a des crashs à tous les niveaux, ça se poussait au sens littéral du terme. Ça restait relativement propre, avec un très bon niveau. Après, les temps, il faudra les comparer peut-être pour voir si on est sur des pilotes qui sont plus talentueux et au niveau chrono. En tout cas, au niveau spectacle et bataille en piste, c'est vrai qu'on était sur quelque chose qui est assez propre. Là, franchement, on ne pouvait pas faire mieux. Maintenant, la chose qui nous intéresse le plus, la F2, avec la victoire sur la course principale de Théo Pourchaire, petit cocorico, et bravo du coup à Théo Pourchaire, et au magnifique, et on le répète à chaque stream, mais au magnifique partenariat qu'il a avec Intermarché. Franchement, meilleur sponsor, le voir performer avec Intermarché à côté des fameux... les fameux sponsors de crypto-monnaie ou de paris en ligne, franchement, c'est quand même beau. Ouais. Et du coup, Ralf Boschung qui a gagné, lui, la Sprint Race. Sur la F2, vous avez des retours à nous faire et à partager? Ouais. Écoute, pour avoir suivi la première course de F2, voir Théo Pourchaire commencer en hard et le numéro 2, je ne sais plus qui avait commencé en P2 à ce moment-là, il y avait... c'était impressionnant parce qu'il était en soft et on voyait quand même que Pourchaire maîtrisait tellement bien ce circuit. Même avec ses pneus hard, il arrivait à tenir l'écart et en fait à piloter comme il fallait, quoi. Et à la fin, finir avec, je sais plus, c'était quoi, 15 secondes d'avance ou quelque chose comme ça, ça m'a rappelé un petit peu... bon, c'était pas de la même façon, mais il y a 2019, la victoire de Charles Leclerc en F2 où il était parti P16 et il a fait une remontada jusqu'à finir premier en sprint. Et c'était juste magnifique. Et là, on a vu que Théo Pourchaire a maîtrisé sa course. C'était propre, c'était calme. La voiture, en plus, c'est magnifique. C'est vraiment une Alfa Romeo. Là, entre le noir et le rouge, c'est magnifique. Et les dépassements étaient plutôt propres, je trouve. Et ça met quand même de l'action, quoi. On voit qu'il y a eu des belles batailles. Et après, l'important aussi derrière, c'est qu'on a un Français qui brille. Bon, c'est notre Français qui brille. Et il a fait moi, si je dois retenir juste quelque chose, c'est son démarrage. On avait l'impression que le mec avait le traction control activé. Il est parti dès le début. Tout le monde était en PLS. Lui, il est démarrage le plus propre que j'ai jamais vu. Il était au virage, en train de faire son virage tout seul. Ils étaient encore en train de freiner les autres derrière. Et c'était parti. Il avait son petit train tranquille. Là, d'ailleurs, on le voit sur l'image. Il a quasiment 3 mètres d'avance sur tous ceux qui sont derrière. Et on répète qu'en F2, vous avez
la même performance intrinsèque que les autres pilotes. Donc c'est assez bluffant. Toi, Yo-Yo, sur la F2, un petit avis? Alors je pense que Théo Pourchaire, cette année, il est en mission, il va tout écraser. Si on lui laisse la place, comme ils l'ont fait dimanche, alors samedi, c'était plus compliqué sur la course sprint. Il a pas mal été retenu, il s'est battu avec d'ailleurs Victor Martins, qui a fait un premier podium donc pour sa première saison. Troisième, c'est pas mal. Donc maintenant, on l'attend aussi sur la course sprint. Je pense que deux petits Français pourront aller très loin, voire faire 1 et 2, celui qui sont rentrés ce week-end. Mais c'est vrai que Théo Pourchaire, vraiment incroyable. Il y a Théo Pourchaire et il y a le reste. En F1, on a vu Verstappen dimanche. Et en F2, c'était Pourchaire. Tu fais un copier-coller, tu mets une Red Bull. Et à Théo Pourchaire, c'est la même chose. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Surtout que, du coup, Hard Grand Prix a l'air de quand même maîtriser son sujet cette année. Donc, Hard Grand Prix qui est l'écurie de Victor Martins et Théo Pourchaire. Et c'est vrai qu'ils ont l'air de bien maîtriser leur sujet, contrairement, du coup, aux autres écuries. Donc, ce que vous voyez là sur les images, chaque écurie n'a pas sa propre couleur. C'est les sponsors ou les drivers academy des jeunes pilotes qui du coup placent un peu leur pion en mettant leur sponsor et leur livret. Donc c'est pour ça que vous voyez un nombre incalculable de Red Bull, parce qu'il y a tous les drivers academy de Red Bull qui sont présents. Et ça a donné une scène un peu surréaliste ce week-end. Je crois que c'était pendant la sprint race ou la feature race, où du coup tu avais les 4 ou même les 5 pilotes de la Driver Academy qui étaient alignés, et du coup on savait même plus qui était qui, parce que des fois les numéros se ressemblent, des fois il y a un numéro qui est blanc, comme vous voyez ici, des fois il y a un numéro qui est blanc, un autre qui est rouge, donc ça laissait place un peu à une situation où tu te demandais où était le pilote. Très bien. Merci. Juste un petit point. Hard Grand Prix qui est français et qui vient d'Île-de-France, qui vient d'Essonne, donc on met en avant aussi le petit patrimoine francilien. Encore plus. Petite nouveauté, du coup, qui vient d'apparaître sur le site de la F1, donc f1.com. On sait que cette semaine, la semaine dernière, il y a eu un communiqué comme quoi Madame Wolff allait prendre en charge la section féminine de la Formula, on va dire. Donc avant, il y avait les W Series, qui étaient, mais pour moi, des courses extraordinaires, parce que du coup, je trouvais qu'il y avait vraiment des belles batailles, et parce que j'aimais bien chez Jamie Chadwick, et du coup, elle surdominait la compétition. D'ailleurs, elle a fait des tests en IndyCar ce week-end. Et là, du coup, ça va renaître, cette section féminine, et c'est pour notre plus grand plaisir, et ça va être la F1 Academy. Donc ça va s'appeler la F1 Academy. Et là, commence à apparaître les premiers noms, mais aussi les premières écuries qui vont être mises en place, parce que le problème de la W Series, c'est qu'il n'y avait pas d'écurie connue dans la section Formula. C'était surtout des trucs un peu inventés et qui sortaient un peu de nulle part. Et là, du coup, on voit les premiers noms qui sont Hard Grand Prix, Prema, Campos, MP et Rodin, qu'on a l'habitude donc 5 écuries qu'on a l'habitude de retrouver sur le plateau F2 et F3. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que ça va être le renouveau de la W Series? Et est-ce que ça va enfin percer à jour tous ces talents côté féminin en section Formula? Moi, je pense que ce qui va faire vraiment la différence, c'est aussi le niveau de médiatisation qu'il y aura derrière. C'est bien de faire des actions, surtout qu'en plus on est dans le mois où il y a la journée de la femme, donc c'est bien aussi qu'ils le mettent en avant en ce moment. Hâte de voir aussi le niveau de médiatisation qu'ils vont faire autour des pilotes, parce qu'encore une fois, on avait eu le W Series l'année dernière, mais c'était pas au même niveau de médiatisation que la F2, que la F3 ou ce genre de choses. Donc même si on a un peu plus de public avec notamment l'apport de Netflix via Drive to Survive, etc., qui est quand même assez caricaturé là-dessus, en fait, il faut aussi mettre en avant peut-être d'autres catégories
Par exemple, voilà, si on citait Yo-Yo tout à l'heure quand on parlait de l'abus moteur, la formule Ford ou ce genre de choses qui est tout aussi fun à mon avis parce que justement à part égale au niveau moteur, bah, c'est assez intéressant. Là, c'est la place de la femme dans la catégorie, dans la Formule 1, ce qui est bien puisque Chadwick éclatait tout le monde l'année dernière. Hâte de voir du coup un petit peu cette année aussi ce que ça peut donner et le niveau de médiatisation, excusez-moi, autour de ça. Qui va quand même jouer énormément sur le fait de continuer peut-être l'année prochaine ou encore une fois peut-être stopper comme c'était le cas. Tout en rappelant que du coup Jamie Chadwick est 3e pilote chez Williams en Formule 1. Donc c'est-à-dire que si jamais Sargent ou Albon sont blessés ou malades, elle pourrait les remplacer pour un Grand Prix de Formule 1. Ça serait exceptionnel. Et je suis sûr qu'elle se positionnerait, qu'elle taperait des points. Et toi, Yo-Yo, je sais que tu suivais aussi un peu les W Series. Ouais. Alors pour moi, malheureusement, la F1 Academy est mal partie. Ils ont annoncé il y a un mois, je crois, les week-ends de Grand Prix et les circuits sur lesquels ça s'est déroulé. Et tous les week-ends de Grand Prix sont en clash avec un week-end de Grand Prix classique de F1 sans être sur le même circuit. Ah ouais. Donc on voit déjà que la médiatisation à ce niveau-là ne sera pas top. On sait que, par exemple, il y a un week-end au Castellet au mois de juillet, alors qu'il n'y a pas de F1 au Castellet cette saison. Donc ça ne va pas être mis en avant, en sachant que déjà que quand il y a une formule de promotion F4 ou autre, il y a quasiment personne sur les circuits, en dehors des vrais passionnés, les gens qui sont sur le circuit. Donc ça va être assez compliqué de mettre en avant une série comme ça. Si tu fais un clash et tu l'inclus pas comme c'était fait en W Series de la saison dernière, où tu avais ton samedi, tu avais les qualifs, et après tu regardais ton petit Grand Prix tranquillement de W Series, ce qui est intéressant. Après, est-ce que, vu les circuits, est-ce que justement, c'est pas des circuits pour faire un peu une saison de test, pour avoir des premières données, et après l'année prochaine, revenir un peu plus fort avec de la vraie compétitivité au niveau des monoplaces? Parce que quand tu vois un enchaînement, enfin, t'as Monza, t'as Zandvoort et t'as Spielberg, du coup, c'est quand même des tracés type F1 un peu techniques. Est-ce que ça peut pas être un moyen pour développer encore plus les voitures? Mais j'espère en tout cas, parce que c'est vrai que si ça reste un clash chaque année, ça va jamais évoluer. En tout cas, médiatiquement, ça va jamais évoluer. Après, ça peut être aussi une bonne surprise, comme tu le citais. Les écuries qui sont présentes, elles sont présentes en F3 et en F2. Donc ça peut aussi être un tremplin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Que t'en as qui passeront de F1, pas de F1 de la Formule là, à la F2 ou F3. Parce que Prema, ils sont présents. Campos aussi, on les a très bien vus ce week-end. Donc s'ils arrivent à les faire passer step by step vers la Formule 1 qui est le Graal à la fin, ça pourrait être top. Parce que Chadwick, par exemple, on l'a jamais vu en F2 ou en F3, tu vois, ce qui est dommage. C'est vrai, mais elle mérite la F1. Exactement. Oui, elle mérite la F1, mais si elle arrive en F1, on l'aurait jamais vu en dehors de la W Series. Ouais. T'as raison. Très bien. Et ben, du coup, ça sonne le glas pour cette première partie. Là, on va passer dans le vif du sujet. Grand Prix de Bahreïn, avec la victoire de notre cher Max Verstappen, avec une avance easy sur Pérez et une régularité, on le verra je pense après avec un peu de data, mais une régularité de fou furieux. Pour vous dire, entre son moins bon temps et son meilleur temps, l'espace est tellement réduit. Il a quasiment pas fait un tour de contre-performance, donc c'est vraiment exceptionnel. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais ça tient sur l'efficacité de Red Bull pour tenir les pneus soft, donc les fameux pneus rouges les plus tendres que vous pouvez avoir. Alors, on va commencer par donner la parole à Alex pour savoir comment tu vas après ce Grand Prix. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est un peu les années qui se ressemblent? Est-ce que Leclerc va payer le fait d'avoir utilisé une deuxième batterie
Donc on rappelle dans la loi, dans le règlement F1, vous avez 2 batteries sur l'ensemble de la saison. Et Charles Leclerc a utilisé sa deuxième batterie déjà, mis en place sa deuxième batterie dès ce week-end. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression qu'on me posait toujours la même question. Comment ça va après ça? Ça revient, mais tous les week-ends depuis l'année dernière, c'est incroyable. Chaque saison, en fait, ça va être comme Gunther Steiner qui dit yes, on est fort, et après, finalement, on termine en bas du classement. Non, bah écoute, là, moi j'ai envie de dire, on peut rien faire sur la monoplace. C'est le début de saison, j'y crois encore assez fort. Il y a un nouveau team principal. Il faut dire que Mattia Binotto a cédé sa place à Frédéric Vasseur. Ça, c'est quand même aussi important de le dire. Donc, il y a des choses qui vont peut-être changer. Un peu triste, encore une fois, pour Leclerc. Je pense que voilà, lui aussi, il ne s'attendait pas à ce début de saison, sachant que l'année dernière, il a terminé premier et que c'était plutôt bon. Là, on a un doublé Red Bull. Vraiment, rien à dire sur Max. La gestion des pneus, complètement fou. C'était impressionnant, sachant que les softs tenaient pas du tout. Sur cette piste qui était quand même assez chaude toute la journée, et même le soir, je crois que c'était de l'ordre de 37 degrés sur la piste, enfin même 40. Donc ce qui est quand même assez chaud en fin de course. Donc ça, c'est propice à la dégradation assez rapide des pneus. Ça a été vraiment une performance exceptionnelle de la part de Max. Mais j'ai envie de dire, la contre-performance derrière, c'est Mister Plan. Fernando Alonso qui vient rivaliser avec des Mercedes et pour une fois, alors je vais le dire les amis, Lance Stroll également 6e qui vient s'intercaler entre Lewis Hamilton et George Russell. Alors là, j'ai été quand même assez bluffé. Fernando Alonso qui nous a fait des dépassements mais légendaires, qui dépasse Lewis Hamilton, se faire dépasser dans le virage et trois virages après, lui fait l'intérieur et le pousse un petit peu à l'extérieur à la Alonso en mode bon bah ça te rappelle les bonnes années Lewis quand on se bataillait chez McLaren. Franchement on s'est régalé. La performance de l'Aston Martin, je suis vraiment impressionné. J'ai hâte de voir un petit peu si une Aston Martin peut aller chercher une Red Bull, parce que si on regardait un petit peu les graphiques, on voyait que la Aston Martin était plus rapide dans les virages. Elle prenait les virages beaucoup plus vite que toutes les autres monoplaces. Alors un petit tweak par-ci par-là, je pense en vitesse de pointe ou ce genre de choses. Sur Monza, ça peut promettre. Enfin, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, vraiment pas déçu. Première course de Alonso chez Aston Martin. Il rapporte un trophée. Je crois que ça a fait du bien là au Papa Stroll. Je crois que c'est son nouveau fils, deuxième fils du moins. Mais en tout cas, c'était quand même évidemment à souligner. Et après aussi, j'ai envie de souligner peut-être quelqu'un qui débute aussi, Logan Sargent, Williams 12e, juste derrière Yuki Tsunoda et Albon qui a marqué les premiers points aussi, Williams. Enfin, ça fait plaisir de voir aussi que Sargent, voilà, il part un petit peu de loin, c'était une qualification un peu compliquée et il termine 12e. Bon, bah, il profite un petit peu du fait que Ferrari n'a pas terminé et que Alpine aussi avec Esteban Ocon n'a pas terminé la course, mais je trouve qu'il a bien géré pour sa première course. Vraiment, c'est pas facile. Et on peut que saluer la 12e place au classement. Et après, un petit peu de déception pour la partie As. Ils étaient plutôt assez rapides en qualif et ça s'est traduit par une P. Nico Hülkenberg était 15e et Magnussen qui a fait un pas exceptionnel, 13e également. Voilà. Ouais, bah, tu le soulignes, Sargent, ça nous change de Latifi. Hein. Donc pour ceux qui arrivent sur le live, vous avez ici un beau panel de supporters d'écuries différentes. Et en tant que supporter Williams, déjà on marque nos premiers points. Alors ça, le premier point, c'est fantastique. Mais Sargent 12e, franchement, impeccable. Est-ce que la vraie contre-performance du week-end, c'est pas McLaren? Et on a envie de glisser un petit chais à ce bon Piastri, parce que du coup, il a eu la fameuse panne de mise à jour de son volant, on a l'impression. On a l'impression qu'on était sur un ordi Windows et il était en train de redémarrer le routeur. Mais ouais, Oscar Piastri, abandon, Norris 17e, McLaren,
Ça commence très très mal, quoi. C'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière, quoi. Après, c'est pas forcément une contre-performance, on les a pas vus la semaine dernière, donc au final, ils sont là où ils doivent être, je pense. Ok. Je pense que McLaren, malheureusement, c'est dur, mais ils sont où ils doivent être. Les autres sont tous progressés. Mais la semaine dernière, on n'a vu aucun progrès. Je crois que le temps était le même que l'année dernière, donc quand tu vois que les autres progressent, t'as même As qui fait des bons en avant. Et à la limite, il y a Alpine où tu sais pas où il se situe. Mais sinon, le reste, tout le monde a avancé sauf McLaren, donc tu progresses pas, tu stagnes au fond. C'est vrai que si on reprend la data des tests donc, qui ont lieu il y a une semaine, grosse perf d'Alpine avec Gasly. Parce que sur les dashboards, sur les tableaux de bord, on était vraiment très loin d'imaginer au moins Gasly dans le top 10. Quoi. Donc, surtout en partant dernier. Franchement, bonne perf. Moi, il y a un truc, je rebondis sur ce que disait Alex sur Alonso, et ça va devenir le nouveau fils de Stroll. Je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui est sortie la nouvelle cote en bourse de Aston Martin, pour tout le merch et tout ça. Et il y a eu plus 77% de valorisation en bourse d'Aston Martin. Et notamment, ils ont vu des pics sur les achats sur le merch. Alors du coup, avant qu'on entre vivement dans la saison, je précise que mon merch Aston Martin ne date pas d'aujourd'hui. je tiens à le préciser, ce merch date de quand ils étaient au fond du trou et où ça valait pas grand-chose. Mais du coup, c'est assez impressionnant comment aujourd'hui, notamment je pense on imagine que la série de Netflix peut y participer, mais comment les gens vont fluctuer en fonction des performances d'une écurie à une autre dans supporter un tel ou un tel. 38%, c'est quand même beaucoup d'augmentation. Ah oui. Il faut savoir que quand même derrière Alonso, moi ce que je trouve impressionnant, c'est que le mec est venu chez Aston Martin pour relancer un petit peu l'équipe. Bon, c'était quand même assez particulier. Et le mec, on le dit jamais assez, mais il a 41 ans, le bonhomme. Le mec a commencé avec des V10 et il s'est adapté à la technologie aujourd'hui. Et alors, je ne sais pas ce qu'il a dit aux ingénieurs de chez Aston Martin. Je ne sais pas si c'est le nouvel investisseur justement de Aston Martin, parce qu'il faut le dire aussi, ils ont de nouveaux investisseurs derrière dans la société. Mais en fait, ça a fait un bien fou. Enfin, ça nous a montré une performance complète de Aston Martin tout au long du week-end. Alors, hâte de voir la fiabilité. On le dit souvent chez les seniors, la fiabilité. Mais alors, comme quoi, un pilote, des fois, ça peut faire du bien chez une écurie. Et donc, en fait, moi, j'ai envie de dire aussi, pour rebondir sur ton histoire de McLaren, ça confirme un petit peu ce qu'on disait lors d'un épisode des seniors, où McLaren, c'est une monoplace qui est compliquée. Daniel Ricciardo en a subi les conséquences. Là, on voit que c'est en fin de peloton. Soit la voiture est complètement inconduisible, soit en fait, elle n'a rien dans le ventre, quoi. Donc, je peux dire que ça doit chauffer, à mon avis, là, côté McLaren. Après, quand tu vois dans les perfs au niveau data, tu vois que c'est vraiment... En fait, ils n'y arrivent pas, quoi. Dans les virages, elle ne produit rien. En ligne droite, elle ne produit rien non plus. Est-ce que du coup, ça va être une saison sacrifiée alors que ça se trouve, ils voulaient faire de la perf, ça serait le pire. On rappelle, c'est le pire en F1 quand vous voulez faire une saison de performance et vous êtes en contre-performance, un peu comme je pense qu'a vécu Mercedes la saison passée. Là, ça va être encore pire pour McLaren qui va faire un peu une Williams en étant au fond du trou quasiment toute la saison. Il va falloir qu'ils se relancent assez vite parce que rien n'est terminé. On sait très bien en F1 que tout peut aller très très vite et qu'il suffit de 2-3 Grands Prix pour te relancer dans une autre dynamique. Mais quid de Aston Martin? Est-ce qu'ils ont peut-être sacrifié l'année dernière? Parce qu'il y a eu une nouveauté une petite news qui est sortie ce week-end
directement de la part de Helmut Marko, où il y a des ingénieurs de chez Red Bull qui ont été débauchés par Aston Martin pour du coup le développement et reprendre un peu la voiture l'année dernière pour l'optimiser, etc. Donc si tu mets dans le panier voiture qui a été travaillée sur quasiment 2 ans, Alonso et des ingénieurs de Red Bull, là on va commencer à se gratter la tête à côté des autres écuries, quoi. Ouais. Ça promet. Et oublions pas que cette voiture-là hérite quand même de l'aéro de la Mercedes il y a 3 ans, donc quand elle était à son top. Donc un châssis Mercedes à son top et un moteur type Red Bull à son top. Je suis Edmund Wertko, j'ai pas encore peur, mais dans 2 ans j'ai peur. Ah ouais, bah, ils sont là. À mon avis, ils ont tout misé, tu vois, potentiellement sur 2 années de sacrifice, quitte à prendre des sanctions budgétaires, parce qu'ils ont pris des sanctions parce qu'ils ont été trop larges sur le budget. Quitte à prendre des sanctions, autant mettre 2 ans de sacrifice, et vu que la réglementation elle va être stable pendant 5-6 ans à partir de maintenant, bah en fait tu sais que tu as quasiment que de l'investissement pour optimiser ta voiture. Donc ils vont pouvoir... On aura droit à une Racing Point de Perez qui avait terminé premier, Sakia. Mais après là ça nous rappelle plus Braun GP de 2009. Pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire de la F1, il y a eu une année où il y a eu Braun GP qui sortait de nulle part et qui a gagné le championnat. On sait toujours pas comment, hein. C'est assez mythique, hein. Mais Ross Brawn était un petit génie quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Ross Brawn il y avait Button aussi quand même qui était un pilote, hein. Et là, t'es en train de reproduire le scénario, hein. T'as Alonso. C'était Barrichello en seconde, non? C'est qui en seconde? Il faudra rechercher. Bonne question, ouais. Si vous avez dans le chat. Mais on nous disait d'ailleurs dans le chat que à la fin, la petite déclaration de Alonso en pic où il dit qu'il adore la voiture, alors qu'il avait fini l'année chez Alpine en disant qu'il la détestait. C'est un petit clin d'œil assez sympa. Très bien. Ouais, c'était Barrichello, ouais, je confirme. Barrichello, ok. Au niveau de data, on a des premières data à vous partager. On le partagera au fur et à mesure de cette nouvelle saison des saisons de la F1 pour aussi vous intégrer un peu plus dans le niveau un peu ingénierie de la F1 et ce qui permet de mieux comprendre quelles sont les décisions, pourquoi ils font tel ou tel test. Et je voulais revenir sur une explication qui nous a permis de voir en fait, la performance de Verstappen. C'est ce graphique qui montre en fait comment performe en pneus soft. Donc les pneus soft, c'est les plus tendres, et en pneus hard, les plus durs, entre Red Bull, Aston Martin, Mercedes et Ferrari. Et en fait, le graphique vous montre sur le temps chronométré, donc de 95, donc c'est 95 secondes jusqu'à 99 secondes, en nombre de tours. Donc là, en fait, les pneus de Verstappen et plus globalement de Red Bull, en fait, vous voyez dans le graphique, ils arrivent à faire des tours plus rapides et plus longtemps, plus de tours rapides que les 2 écuries. Et le gap entre les deux est assez phénoménal. Si on voit là, il y a une différence de 2 secondes, enfin de 1 seconde à 2 secondes par tour. Ce qui est énorme et ce qui explique en fait, globalement, pourquoi Verstappen a surdominé ce Grand Prix avec Pérez un peu en garde, qui a un peu gardé un peu tout le monde éloigné. Mais en fait, est-ce que vous pensez que là, Red Bull a mis un peu un coup à tout le monde en analysant un peu les pneus soft, comment ça fonctionnait, et qu'ils ont craqué un truc dans le pneu soft et qu'ils vont tout mettre sur le pneu soft cette saison? Parce qu'en fait, ce qui était compliqué lors du Grand Prix, et on s'est fait la réflexion même en direct, c'est que Red Bull est la seule écurie à avoir fait pneus soft et pneus durs après. Toutes les autres écuries ont fait pneus soft et après sont passées directement aux pneus durs avec deux pit stops pour tout le monde. Est-ce qu'ils ont, ici dans cette zone-là, est-ce qu'ils ont craqué le game déjà? Alors, je sais pas si tu as vu aussi, je sais pas si vous avez vu les seniors,
il y a eu une photo de l'aérodynamisme de la Red Bull avec la peinture verte pendant les tests. Donc en fait, il y avait toutes les voitures qui étaient... je sais plus si c'était quelqu'un sur Twitter qui avait réussi à prendre en photo ça. Et en fait, on voyait toutes les voitures, l'effet du vent donc sur l'aéro. Donc on voyait qu'il y avait de la peinture sur Ferrari, un petit peu sur le capot, pareil chez Williams, etc. Et tu voyais Red Bull, tu voyais en fait littéralement une ligne continue qui ne touchait jamais, qui ne s'éparpillait pas. C'était une petite ligne qui était tout le temps sur la même trajectoire. Et donc ça t'en dit long déjà sur l'aéro de Red Bull, qui fait qu'en fait tu n'as pas d'air mauvais qui vient sur ton pneu pour te ralentir, qui vient user en plus en récupérant un petit peu tous les déchets de pneus qu'il y a sur la piste, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et qui vient se coller sur ton propre pneu. Et en fait, ça, je pense que ça joue. Et tes 2 secondes, c'était vraiment la seule écurie qui avait ça. Le reste, c'était tout le temps la même dispersion en fait, de peinture. Et ça se retrouve un petit peu dans le graphique que tu montres actuellement, quoi. Alors, est-ce que c'est l'aéro qui fait que, effectivement, la préservation du pneu est telle que, voilà, ou est-ce que tout simplement c'est juste que Verstappen, et il faut se le dire, chaque année, Verstappen, c'est quelqu'un qui arrive à gérer ses pneus tout en claquant des temps de plus en plus importants. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Alors moi, j'étais un petit peu plus maîtrisé sur ça. Il y a une déclaration que Verstappen a dit, c'est qu'il rendait fou son ingénieur. À chaque fois qu'il voulait attaquer, il ne voulait jamais attaquer. Son ingénieur lui disait non. Donc je pense que le truc était tellement suivi à la seconde, à la virgule près, en termes d'ingénierie à distance sur le muret, sur la dégradation des pneus, qu'ils ont pu optimiser et avoir la plage exacte qu'il fallait pour rouler non-stop en soft et cheater le game un peu. Craquer le game, comme dirait Nico. Après, je pense qu'il y a aussi, il faut qu'on fasse attention, c'est que les suspensions arrière et avant sont différentes sur toutes les voitures. D'autres sont attirants, d'autres repoussants. Donc en fonction de si ça rentre ou si ça ressort, en fonction de la vue de la voiture. Donc rien que ça a déjà un impact que d'autres n'ont pas. Alors je sais que Mercedes était plutôt sur un système à l'ancienne qui était plutôt attirant, donc où ça ressortait, vu quand on prend la voiture vers nous. Alors que Red Bull et Ferrari étaient plutôt vers quelque chose qui était plutôt rentrant. Ok, intéressant. Donc je pense qu'il faudra qu'on voit sur le reste de la saison et sur les autres circuits aussi. Oui. Parce qu'on est surtout là sur un circuit quand même qui reste quand même de nuit. Donc c'est certes 37 degrés, mais plus on avance de la nuit, plus il fait frais. Donc il y a aussi cet impact-là. Ouais, c'est vrai aussi que selon les circuits, en plus on le répète, il va y avoir 23 Grands Prix sur la saison. Là c'était le premier. Du coup, il y a aussi la mixité des circuits qui va jouer. Il va y avoir la mixité des horaires. Il y a un circuit de plus en nuit qui va être à Las Vegas. Donc la température va jouer aussi sur l'économie des pneus. Et comme tu disais, du coup, il faut penser à toute l'ingénierie globale de la voiture. Mais ces premières datas sont quand même fort intéressantes sur tout ce qu'on va apprendre au fur et à mesure de la saison. Et du coup, si jamais vous voulez en savoir plus sur la data, on vous encourage à suivre le compte Twitter F1 Data Analysis qui est très bien fourni pour ça. Et au cours de la saison, on vous partagera un peu nos analyses en lisant leurs données, ce qui nous permettra d'avoir encore plus de finesse dans tout ce qu'on vous rapporte chaque semaine. Et pour finir un peu sur les graphiques, parce que du coup, il n'y a pas que le top du panier qu'on analyse, il y a aussi un peu ce qu'on appelle le midfield, donc tous ceux qui se battent un peu au milieu. Et en fait, il y avait une donnée intéressante sur la comparaison entre Haas, Williams et Alfa Romeo. Et où là, en fait, il y avait un peu une bataille entre les hard et les soft aussi, donc les pneus tendres et les pneus durs. Où là, en fait, Alfa Romeo arrive à tendre l'utilisation de la gomme hard, donc le pneu le plus dur, sur une période assez longue. Donc ça dépassait les 25 tours, avec un bon niveau en plus. Hein. Donc sans perte vraiment de fiabilité sur le temps par tour. Est-ce que Alfa Romeo peut gagner la guerre du midfield, donc on va dire entre la 8e et la 12e position, grâce à une bonne économie des pneus? Et est-ce que vous avez des détails ingénierie sur
sur l'Alfa Romeo? Alors là, je n'ai pas assez regardé l'Alfa en détail. Hein. Pour moi, c'était un copier-coller de Ferrari. Mais quand on voit que ton graphique, en fait, c'est complètement fou. Le fait qu'on puisse durer autant avec du hard sans trop de dégradation qui vient se disperser. Encore une fois, c'est basé sur qui? Parce que c'est Bottas qui est arrivé 8e. Est-ce que c'est plus Bottas que c'est la conduite plutôt pépère, mais C'est les deux. comme un Verstappen? C'est les deux, ok. Bah, très bonne question. Moi, j'aimerais bien voir le flow aéro aussi de la Alpha. Voir un petit peu ce qu'ils ont apporté comme changement aussi. Est-ce qu'il y a de similaire avec un petit peu le côté Red Bull en termes de aéro, de pièces ou de balance, parce que ça peut aussi nous aiguiller là-dessus. Ça pourrait être intéressant de regarder ça, mais sinon, je n'ai vraiment aucune information sur ce qui fait vraiment la différence là-dessus, et c'est notable, quoi. Et toi, Yo-Yo? Pareil, hein, l'Alpha, normalement, c'est un copier-coller Ferrari. Après, ce qui peut en sortir aussi, c'est peut-être que il y a l'expérience maintenant qu'ils ont de Zhou et de Bottas. Et puis, on a aussi sur une voiture qui progresse. On peut voir un aileron avant qui est plus travaillé plutôt que la saison dernière aussi. Donc ça a un impact. Et puis peut-être que Pirelli aussi est en train de nous faire un petit truc pas trop mal. Hein. Alors certes, on va attendre la fin de la saison pour faire les comptes. Mais je pense que Pirelli et que les différents... Le C0 jusqu'au C5, on commence à avoir des pneus qui sont sur une plage que les écuries peuvent pas mal travailler aussi. Parce que certes, il y a le travail de l'écurie, mais il y a Pirelli qui a aussi travaillé. Ouais, c'est vrai. Et en tout cas, pour finir sur le Grand Prix de Bahreïn, c'est vrai qu'on a une très bonne question dans le chat qui dit est-ce qu'on a un avis sur les pénalités d'Ocon? Je pense que je laisserai Yo-Yo répondre à ça. Est-ce que tu penses que c'est une erreur du pilote ou est-ce que c'est une grosse responsabilité de l'écurie? On rappelle qu'il a été sanctionné du coup multiples reprises. En tout, je crois qu'il a cumulé 15 secondes de pénalité, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une erreur du pilote ou une erreur de l'écurie dans sa gestion? Alors, je pense qu'il y a pas mal du pilote. L'erreur de positionnement au départ sur la grille, c'est pas l'écurie, c'est le pilote quand il arrive. Donc, c'est le pilote qui se positionne. Je pense qu'on le voit tous, mais il y a le trait jaune sur la droite pour que le pilote sache jusqu'à où il doit s'avancer. Et c'est à ce moment-là que se situe le capteur. Ensuite, dans les stands, certes, il y a l'erreur de l'écurie parce qu'il touche beaucoup trop rapidement la voiture. Mais après, c'est que la dernière pénalité avec l'excès de vitesse, franchement, je suis mitigé. Parce que le problème, c'est que l'excès de vitesse, certes, c'est lui qui freine, mais on sait que au fur et à mesure que les pneus se dégradent, quand tu arrives au stand, tu as ton ingénieur qui te dit en quel mode te mettre pour que tu puisses freiner, avoir le bon delta de frein pour optimiser ton freinage et ta vitesse d'arriver dans les stands. Donc c'est vrai que de ce côté-là, certes, on peut tirer sur le pilote pour dire oui, c'est lui qui est arrivé, qui a pilé au mauvais moment, mais s'il a pas eu les bonnes consignes au bon moment, de l'écurie également, on peut tirer sur l'écurie. C'est vrai que on peut 50-50 dans tous les cas au pilote et écurie. Ok. Ouais, c'est un peu un bon mix des deux. Mais c'est vrai que, du coup, pour rappeler à ceux qui nous suivent, en fait, l'arrêt au stand, c'est tout un art parce que du coup, vous devez arriver à 80 km/h pile dans la ligne des stands. Déjà, si tu dépasses de 0,1 km/h, c'est, je crois, 100 € d'amende. Tous les kilomètres-heure supérieurs. Et que en plus, derrière, t'as comme tu l'expliquais très bien, tu as des régimes moteurs à respecter. Donc, du coup, tu as des modes. C'est pour ça que quand vous les voyez changer les boutons, c'est pour changer le mode de moteur. Et du coup, de pouvoir. Il y a un mode pour, je sais pas, les attaques rapides, attaquer rapidement par tour. Il y a une attaque un mode un peu défense. Il va y avoir un mode économie des pneus, etc. Et un mode arrêt au stand. Donc, tout ça peut changer. Ouais, pour expliquer un peu comment ça se passe, le truc, c'est que vu qu'on est sur des voitures qui sont à haute précision et
que, comme tu l'expliques, le détecteur, c'est à 0 dixième ou millième même de seconde qui est free. En fait, vu que la roue se dégrade, elle fait plus du tout le même nombre de tours que par rapport au moment où on pose la roue. Donc, il faut que ce mode-là sert justement à rattraper la dégradation de la roue pour que le comptage soit dans le bon nombre de tours et que la vitesse soit la bonne. Et oui, et comme on le dit souvent, c'est limite le sport le plus collectif dans tout le monde du sport, parce que du coup, c'est un travail des ingénieurs pour donner un peu confiance au pilote sur sa monoplace. Très bien, messieurs. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans ce débrief de Bahreïn? Est-ce que vous pensez qu'on a oublié quelque chose concernant ce qui s'est passé ce week-end? Non, je pense que qu'on a fait le tour. Hein. Ok. Ouais. Et du coup, je tiens à dire qu'on a quand même, certes, il y a eu le dépassement d'Alonso, mais en dehors de ça, on a quand même une autre petite train quotidien sans ça. Ah oui, c'est vrai que là, la bonne lignée. Mais à un moment, je crois que c'était Pérez, il était vraiment tout seul. Il croisait personne. Exactement. Parce qu'il n'arrivait pas à rattraper les queues de peloton et il n'arrivait pas. Il n'y avait personne qui le rattrapait. Donc à un moment, il a vécu un peu une Russell de la saison dernière. Très bien. Et maintenant, en fait, là, ce week-end, ce n'est pas une race week, malheureusement. Mais c'est dans 2 semaines. Rendez-vous en Arabie Saoudite, au Grand Prix de Jeddah, on l'a découvert la saison dernière. Mais il n'a pas 2 ans celui-là. C'était juste la saison dernière. Et Si, il a 2 ans. Ouais, il a 2 ans. Il a 2 ans. Il y a eu un changement de DRS, de zone de DRS. C'est vrai. Entre temps. Le temps passe. Oui, c'est le moment où Hamilton et Verstappen se battaient. Et oui, exactement. Premier Grand Prix en 2021, 50 tours, 6 km de long, 3 zones DRS. Ça va attaquer. Un circuit extrêmement rapide, avec un enchaînement de virages assez spectaculaires à haute vitesse. Tour le plus rapide en 1:30 sur les Formule 1 de 2021. Du coup, on va partir dans ce que vous attendez tous. Les pronos pour ce Grand Prix. Qu'est-ce qu'on va en attendre? Quelles sont nos espérances? Alex, je te laisse commencer pour mettre en pratique tout ça côté Ferrari. Écoute, on va faire de la F1 Fantasy. Alors moi, je vais mettre, comme d'habitude, Leclerc en premier. Il faut dire que cette année, la Ferrari a tout misé sur la vitesse de pointe. Ils sont partis du fait que Red Bull l'année dernière, ils ont fait ça a plutôt marché, autant faire la même chose. Et ça promet en termes de vitesse de pointe. Je sais plus, je crois qu'ils ont fait 320, c'était 337 même en vitesse de pointe, ce qui est le record pour l'instant. Donc Jeddah, c'est de la vitesse, mais c'est une grosse partie en début de circuit où il y a l'enchaînement de virages. Donc je mettrai quand même Leclerc premier. Leclerc, tu resteras toujours dans mon cœur. Mais tu sais que sur le tableau, genre, ne le change pas. Leclerc. Ne le change pas. Laisse-le là. Tu vas le laisser toute la saison. Non, je vais mettre Leclerc en premier. Je vais mettre après. Je vais mettre un Verstappen quand même encore. Je le sens parti pour durer, être stable. Voilà, pas de problème. Et en troisième, en P3, je vais mettre un Alonso. Allez. Ah ouais, l'enchaînement quoi. Ah, l'enchaînement. On a fait top 5 avant, là, top 3. Allez, let's go. Petit fun fact sur Aston Martin. Vous savez que là, ils ont marqué quasiment la moitié des points qu'ils ont marqués sur toute la saison 2022. Donc là, voilà, la stat est lancée. C'est du bien de payer tonton Alonso. Ah ouais. Donc là, on serait sur Leclerc, Verstappen, Alonso. Ouais, ok. Bien. Pourquoi pas. Hein. Après, je sais que moi, je vais jamais effacer le Leclerc de toute la saison, donc ça me va. Hein. Ouais. Yo-yo. Alors moi, je vais mettre Verstappen en premier.
J'hésite entre Leclerc et Perez. Bon, allez, on fait un petit cadeau Ferrari. On doute pas de Ferrari, on met Leclerc en P2. Et en P3, le premier podium de Stroll. Il revient, il aura ses deux mains. À une main, il a quasiment mis la misère aux deux Mercedes. Donc, à deux mains, il peut éliminer Sainz qui, je ne sais pas ce qu'il fait avec sa Ferrari. Peut-être que lui, on lui offre une petite Ferrari de balade. Mais on lui a offert une 812 compétition, hein, je tiens à le dire. ouais, bah là, il n'y a pas que la compétition qu'on lui a offert pour lui dire balade toi. Non, mais. Hier, il était en toute détente. Ça, franchement. Ouais, c'est vrai. Il a raison. Non, mais en vrai, franchement, pour rappeler, du coup, pour ceux qui nous écoutent, Stroll, sur la pré-saison, s'est blessé à la main et au pied. Il s'est cassé le petit orteil et il s'est fracturé la main ou un truc comme ça. Et donc là, il a conduit la F1 en étant un peu blessé, sachant que pendant les phases d'essai, des fois, il tournait qu'à une seule main pour un peu se soulager. Donc pas facile. Ouais, et c'est vrai qu'il y a une jurisprudence un peu dans la F1 où du coup, vu qu'ils ont laissé Kubica conduire un peu à l'arrache avec sa blessure, etc., ils peuvent rien dire à Stroll. Donc ouais. Bon, certes irresponsable, mais oui, après. Normalement, tel crash de Zhou qui se passe l'année dernière sur Stroll hier. Il ne sort jamais de sa voiture. Oui, c'est vrai. Sachant que tu fais bien de le mentionner parce que du coup, les pilotes doivent être capables de sortir de la monoplace en combien de secondes, je crois, en 4 secondes, 6 secondes. Ouais, je crois. Je crois que c'était ça que j'avais vu. 3-4 secondes, c'est comme ça. Ouais. Ok. Alors, avec tout ça, moi, ça m'avance pas parce que je sais pas trop quoi mettre. Alors, du coup. Tu peux mélanger deux, tu prends Verstappen en premier, les deux Aston dans la deuxième et troisième. Moi, j'ai envie de continuer sur mon raisonnement de la saison dernière, de la semaine dernière, pardon, par rapport à Pérez. Je sais pas pourquoi, mais là, je l'ai senti serein sur le démarrage. Et surtout que moi, j'ai re-regardé le départ. Et en vrai, le Pérez de la saison d'avant, il aurait commis un crash lors du démarrage parce qu'en fait, il s'est fait coincer par Leclerc et par Sainz des deux côtés. Et que je trouve qu'il a été hyper malin, hyper réfléchi dans ce qu'il a fait au départ. Et il a respecté les consignes de course. Et que derrière, il a fait le taf pour Verstappen notamment. Donc, après, de là à le voir premier, c'est vrai qu'il y a une petite marge. Ouais. Circuit rapide. Est-ce que Red Bull va pas trop flex ? C'est un peu ça aussi le problème. Donc non, je vais mettre Pérez en premier. En deux, je vais mettre... En fait, je vois un problème pour Verstappen le week-end prochain. Je me dis, ça peut pas être trop serein comme ça depuis le départ. Dans l'Australie. J'ai oublié l'Australie, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, mais non, je vais mettre des voitures rapides. Là, je vois bien On a encore un Grand Prix de nuit à Jeddah. Alors qu'Australie, ce sera vraiment à 14h. On devrait être à 14h où il fera chaud. C'est vrai aussi. Non, c'est simple, hein, c'est Ferrari. Hein, t'as pas le choix. Hein. Ouais, mais... Et tiens, pour vous contredire, je vais mettre Sainz. Je vais mettre tous les outsiders. Je vais mettre Sainz Stroll. Voilà. Je suis yo-yo sur le call de Stroll. Ok, très bien. On pliera le petit Excel et on vous dira qui a eu raison, qui a eu tort. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce Grand Prix dans 2 semaines ? Sachant que, pour répéter, du coup, ça sera les essais 1 à 14h30, les essais 2 à 18h, Practice 3 à 14h30, donc là on parle heure française, et 18h les qualifications, 18h la course, et du coup en horaire en Arabie Saoudite, ça fera 20h la course, donc une course de nuit.
Est-ce que on voit le même scénario qu'à Bahreïn, ou grâce au tracé de Jeddah, une course assez différente? Il y aura un crash, comme Oui, il y aura un crash l'année dernière. Alors, c'est dans la première partie du circuit, je pense. Tu sais que stat intéressante, le Grand Prix de Bahreïn avait eu 100% de safety car depuis son intronisation. Et là, il n'y a pas eu de safety car. Stat intéressante, Bahreïn, la personne qui partait en pole termine deuxième au championnat du monde. C'est vrai. Ouais. Bah, du coup, affaire à suivre au cours de la saison. Non, mais il dit ça pour se rassurer, je suis sûr. Il dit ça pour se rassurer. La fin de Verstappen, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi en contre-argument, j'avais 203. Allez, c'est parti. Ouais, non, mais oui, non, mais c'est pour ça. Non, mais est-ce que. En fait, le débat qu'on peut avoir sur la saison, c'est est-ce qu'on va revivre une surdomination de Red Bull comme ils l'ont fait avec les époques Vettel, ou est-ce qu'on va avoir la saison trop confiante de Verstappen au tout début de saison et l'effondrement sur la deuxième partie? Ça peut être ça aussi. Donc on verra à Jeddah. Ouais. Mais en tout cas, si on peut vous donner un conseil, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce qu'on se dit qu'au bout de 6 Grands Prix, donc à Imola, à la fin de Imola, on pourra tirer les premières conclusions et se dire bah ça va être cette dynamique-là pour le reste de la saison? Je pense que c'est clair que s'il enchaîne les 5 ou 6 Grands Prix comme ça, et Imola, il sera intouchable. Au mois d'août, il est champion. Ouais, c'est vrai. Ça peut être ça. Non. Il y en a un qui veut pas se laisser abattre. Alex. Non. Non, mais t'inquiète, on t'accompagnera pour supporter. Exactement, ouais. Sainz. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. On va voir. Moi, j'y crois, un petit Fernando qui peut aller challenger le Verstappen, quoi, lui montrer un petit peu c'est qui le patron. C'est qui le papa. Moi, je pense sur un circuit comme Monaco, où c'est assez proche, où les performances sont assez proches. Ouais, Alonso, il pourrait faire quelque chose. Ou sur la pluie. Sur la pluie, c'est clairement le maître incontesté. Et sur la pluie, il y a Stroll. Sur la pluie, il y a Stroll aussi. N'oubliez pas. Et Sainz aussi, qui est très bon sous la pluie. Ouais. Essaye pas de caler les Ferrari partout. Et Perez. Par contre, attention, pour l'instant, on n'a pas vu de crash. On n'a pas eu de crash entre les deux Aston. Le jour où il y a un crash entre les deux, par contre, ça. Ah oui, là, ça va gueuler. Ouais. Yo-Yo a raison. Eh ben, ça sera pas la semaine prochaine qu'on aura, enfin dans 2 semaines qu'on aura la pluie, je pense pas. Donc on verra pour le prochain. On aura une pluie de missiles, ça, c'est juste qu'on verra. Oui, c'est possible. Et ben en tout cas, merci messieurs pour cet épisode. Donc on rappelle la bonne performance d'Alonso et le fait qu'il place un peu ses pions avec ses Driver Academy by Alonso. Limite, on va la renommer comme ça, la Driver Academy Alonso, en F3, en F2. Donc ce week-end, c'était le plan magistral de Fernando Alonso. C'était le fameux L-Plan. Donc merci messieurs pour ce nouvel épisode. Merci à tous ceux qui ont participé dans le chat. Et puis on vous donne rendez-vous quand on veut, limite. Aussi pour peut-être du Assetto Corsa, peut-être du F1. Peut-être s'il y a des nouveautés cette semaine, un live la semaine prochaine. Mais sinon, rendez-vous pour Jeddah dans 2 semaines. Et portez-vous bien. Bisous.